Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs. C'est l'animal joyeux de nos livres d'enfants, de nos paquets de céréales ou de nos dessins animés préférés. Jaune à rayures noires, l'abeille bourdonne partout dans notre pop culture, mais disparaît ailleurs. Pesticides, parasites, réduction de leur espace de vie, surmortalité des ruches, les menaces pèsent lourdement sur nos abeilles sauvages et domestiques. Pourtant, ce sont près de 90% des espèces à fleurs qui dépendent uniquement des insectes pollinisateurs pour leur reproduction. Sans abeilles, pas de tomates, pas de courgettes ou de melons cet été. Et pour parler abeilles, nous sommes en plateau aujourd'hui avec François Meurget, entomologiste au Muséum de Nantes. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des odonates, ce sont les libellules et des abeilles, et vous avez fait plusieurs missions d'inventaire, notamment au cœur des Antilles, pour répertorier et découvrir de nouvelles espèces. C'est ça. Avec vous en plateau, Charlotte, bénévole au Labo des Savoirs. Charlotte, tu as écrit une chronique inspirée de la danse des abeilles et de la robotique. Et oui, c'est un petit mélange entre l'amour des abeilles et l'amour de la robotique. Et on va découvrir ce que ça donne en deuxième partie d'émission. Avec nous à distance également Frédie-Jeanne Richard, biologiste et chercheuse à l'INRAE, qui travaille sur le comportement des abeilles et les effets non létaux des substances chimiques auxquelles elles sont exposées. Frédie-Jeanne Richard coordonne également un travail de recherche sur la danse des abeilles, réalisé par Sylvain Galopin, on en parlera. Ce travail s'attache à traduire les petits mouvements de danse que les butineuses font à la rentrée de la ruche en des points GPS précis des fleurs qu'elles sont allées visiter. Ça promet d'être passionnant. Vous êtes à l'écoute du Labo des Savoirs. Les voies de la recherche scientifique au Labo des Savoirs. Alors avant de commencer, reposons un petit peu les bases d'un insecte que l'on croit connaître par cœur et souvent à tort. On imagine qu'il n'existe qu'une seule espèce d'abeille qui butine dans nos champs entre copines, que toutes produisent du miel. La vérité est bien différente. Il existe plus de 20 000 espèces dans le monde. Le miel, c'est pas toujours en option. Alors, François Meurget, est-ce qu'on peut repasser sur les bases pour commencer cette émission? Combien d'espèces d'abeilles différentes nous on peut croiser au quotidien en France? 2000 environ, plus certainement 800. Et puis, ce chiffre décline en fonction des départements et de la diversité des régions et des départements différents. Et puis de la richesse en fleurs aussi. Mais en gros, c'est ça, environ 2000. Et là, on parle d'abeilles de toutes sortes, pas que les abeilles domestiques qui sont dans les ruches carrées qu'on connaît par cœur. Même pire que ça, c'est que l'abeille domestique, en fait, c'est un épiphénomène dans le monde des abeilles. Il y a 4 espèces du genre Apis qui sont exploitées un peu partout dans le monde. Mais c'est un genre qui regroupe pas beaucoup d'espèces, qui est relativement rare finalement dans le monde des abeilles. Donc le genre Apis, c'est le genre de l'abeille domestique? C'est ça. Il y en a 4 parce qu'il y en a 4 en France ou 4 dans le monde? Non, 4 espèces différentes dans le monde. On connaît aussi, on connaît mieux, on connaît moins bien les 3 autres, mais Apis serrata qu'on trouve en Asie est assez connu. Il l'exploite exactement comme nous avec Apis mellifera. Nous, c'est Apis mellifera en Europe? Oui. Et en Amérique, c'en est encore une autre? Non, c'est Apis mellifera aussi, la plupart du temps. C'est une espèce qui a été introduite aux Antilles d'ailleurs, dans les premiers temps de la colonisation. Pas pour faire du miel d'ailleurs, mais pour faire des bougies pour les églises. Ah oui, donc à la base, c'était pas du tout pour la nourriture. Mais alors, cette espèce Apis mellifera qu'on trouve donc en Europe, aux Antilles, en Amérique, mais pas en Asie, là, c'est une autre espèce, c'est ce que vous avez dit. On la visualise très bien dans cette espèce de petite ruche carrée avec plein de copines. Donc, c'est une espèce sociale. Est-ce que toutes les abeilles sont comme elle? Non. Il y a le socialité, c'est le terme qu'on emploie en général pour la plupart des insectes sociaux qui prend des formes différentes. Non, c'est pas les seuls. Les bourdons sont sociaux. Ils font des colonies qui ne sont pas pérennes, c'est des colonies annuelles qui refont chaque année. La plupart des abeilles, ceci dit, sont solitaires. C'est-à-dire que chaque femelle est la reine de sa propre colonie, qui en général constitue d'une galerie avec quelques cellules et quelques œufs qu'elle va refaire. Et pas de colonie gigantesque comme on connaît chez l'abeille domestique. Donc les abeilles sauvages, en majorité, sont seules? Oui. Comment on peut différencier quand on voit une abeille sur une fleur? Est-ce que c'est une différence visible entre l'abeille sauvage et l'abeille domestique? Oui.
C'est compliqué parce que la différence est visible parce qu'en gros, c'est toutes celles qui sont différentes des abeilles domestiques. Après, au sein des abeilles sauvages, c'est compliqué parce que ça va de 3 mm à la taille de l'abeille charpentière, par exemple, qu'on connaît bien, la grosse abeille noire, là, très énorme, qui creuse le bois. Donc il y a une telle diversité de formes et de couleurs que les critères pour distinguer que c'est une abeille, c'est en général des choses comme l'énervation à l'air ou le fait que les yeux ne se touchent pas sur le haut de la tête, à la différence des mouches, par exemple, dont les yeux se touchent. Bon, c'est rapide, hein. Des fois on n'a pas le temps de le voir, mais c'est une habitude à prendre. Comment on peut différencier à ce moment-là une abeille d'un bourdon, par exemple? Eh ben, bourdon, c'est une abeille. D'accord. Ça, c'est la magie du français. On emploie tout un tas de termes, des fois pour désigner la même chose. C'est le cas avec les chouettes et les hiboux, les mouettes et les goélands. Il n'y a qu'en France qu'on fait cette différence. Et donc les abeilles et les bourdons, c'est pareil en fait. Mais tout ça, c'est la même chose. Dans notre tête, enfin, en tout cas dans la mienne, le bourdon, c'est un monsieur, une abeille, c'est une madame. Ouais, c'est ça. Et non. D'accord. Alors, Mais c'est pas du tout. C'est vrai que ça résiste, ça. Hein. Mais le bourdon, non. Le bourdon n'est pas le mâle de l'abeille. donc le bourdon, c'est un type d'abeille? Un type d'abeille, oui. Et donc, Du genre bombus. En fait, c'est son nom de genre latin qui a donné la déclinaison bourdon en français. Non, ça, on est très champion pour faire ça. Non, les bourdons sont des abeilles d'un genre particulier, avec une taille et une forme particulière, mais qui sont bien des abeilles. est-ce qu'ils rentrent, du coup je dis il, est-ce qu'elles rentrent, ces bourdons, dans le genre abeilles sauvages, celles qui Oui. ne sont pas domestiques? Ça Oui, fait oui. partie des abeilles sauvages Oui. qu'on connaît moins, qu'on imagine moins, mais qui existent autour de nous. Oui. Finalement, elles sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus répandues que l'abeille domestique. Donc, Qui, elle ne survit que parce qu'on fait des ruches. On les maintient dans ces ruches. l'abeille domestique est vraiment là parce que l'homme en a besoin? Oui, alors l'abeille domestique eût été sauvage il y a très longtemps. Il y a encore quelques essaims qu'on peut trouver dans la nature qui s'installent dans des troncs creux. Mais en gros, la majeure partie des abeilles domestiques à notre époque sont dans des ruches, en fait, sont gérées par l'homme. Et du coup, c'est devenu effectivement, comme son nom l'indique, une espèce domestiquée, au même titre que la vache, le mouton. On imagine souvent que les abeilles qui se déplacent et vont de fleur en fleur, collectent le pollen, retournent à la ruche, font du miel et l'homme vient chercher le miel. Est-ce que c'est le cas pour toutes les abeilles? Oui, même les abeilles solitaires font du miel. Par contre, en tellement petite quantité et tellement dispersées dans chacune de leurs galeries que c'est impossible à exploiter. Mais oui, toutes les abeilles font du miel. Donc toutes les abeilles font du miel, mais pas dans les mêmes quantités. Est-ce que toutes les abeilles butinent toutes les fleurs ou est-ce qu'il y a des préférences gustatives? La plupart des abeilles sont ce qu'on appelle polylectiques, c'est-à-dire qu'elles ont une gamme assez variée de fleurs qu'elles peuvent butiner. Il y a quelques exemples d'abeilles monolectiques, donc c'est l'inverse. C'est des abeilles qui sont associées à une plante particulière comme la colette du lierre, par exemple, qui est la seule pollinisatrice du lierre, ou des macropis, par exemple, qui pollinisent certaines plantes aquatiques. La salicaire est pollinisée par une seule abeille aussi. Mais c'est relativement rare, en tout cas dans nos contrées. La plupart des abeilles ont une gamme variée. Et justement, elles ont une gamme tellement variée qu'elles contribuent dans une grande partie au maintien de la diversité végétale. Ça veut dire qu'il y a certaines espèces, si leur abeille, on va dire, associée ne vient pas les butiner, elles ne peuvent pas se reproduire? Oui, c'est le cas du lierre notamment. Il n'y a pas de colette du lierre, il n'y a pas de lierre. Il n'y a pas de lierre, il n'y a pas de colette du lierre. Ça marche comme ça. Et ça nous remet à cette fameuse coévolution qui a 110, 120 millions d'années, où les plantes à fleurs se sont développées de façon concomitante avec les abeilles qui sont issues, je résume, qui sont issues de guêpes carnivores. Donc ces guêpes qui se sont adaptées à un autre régime végétarien, on va dire, de pollen, et qui donc sont l'agent de pollinisation des plantes à fleurs. Donc les abeilles étaient proches d'un ancêtre commun de la guêpe, mais ne sont plus carnivores et se contentent, on va dire, que du pollen des fleurs. Oui, c'est ça. Et c'est d'ailleurs le point principal. C'est ce sur quoi il faut insister, à mon avis. C'est que on parle, c'est pas mal, c'est très bien, on parle d'insectes pollinisateurs. Alors c'est intéressant parce que ça permet de préserver une grande catégorie d'insectes, sauf que c'est faux. Et ça fait qu'en fait, ça crée un biais. C'est-à-dire que, comme on s'imagine qu'il y a plein d'insectes pollinisateurs, on s'imagine qu'en les protégeant tous, on préserve la diversité végétale. Mais tous ces pollinisateurs dont on parle, papillons, mouches, etc., sont des pollinisateurs accessoires. Comme nous, d'ailleurs. En se baladant dans un champ, on peut faire partir du pollen en tapant dans les fleurs, ce qu'il ne faut pas faire. En revanche, l'abeille est la seule. Enfin, les abeilles sont les seuls vrais pollinisateurs, dans le sens où ce sont les seuls insectes dont la vie de la larve et tout le cycle dépendent du pollen. Parce qu'à l'origine, l'abeille, si elle butine les fleurs, c'est principalement pour nourrir les larves, donc les générations futures. Oui, c'est ça.
Donc c'est un but vraiment recherché, là où ce que vous dites, c'est que les mouches ou d'autres insectes, si ils se retrouvent à disséminer du pollen d'une plante à l'autre, c'est juste par accessoire dans leur vol, c'est à côté, quoi. C'est une question de besoin vital. C'est-à-dire qu'un papillon a besoin de sucre, un papillon adulte a besoin de sucre, mais ce sucre peut le trouver dans une vieille bouteille de coca, sur un sucre qui traîne ou dans une fleur. L'abeille, elle, a besoin du nectar des fleurs. Donc ça, finalement, c'est une relation obligatoire, qui est rendue obligatoire et qui est validée par l'évolution, du coup. Alors on imagine souvent que la ruche, c'est une colonie de plein de copines, avec des butineuses très travailleuses, on nous le rappelle aussi beaucoup, plein de filles et bon, pas beaucoup de messieurs à l'horizon. Comment ça se passe, cette reproduction assez particulière s'il n'y a que des filles? Chez la plupart des insectes sociaux, la grande majorité d'ailleurs, c'est l'aplodiploïdie, je vais arriver à le dire, l'aplodiploïdie qui favorise le socialité, c'est-à-dire la vie en société, avec un système de reproduction qui favorise les ouvrières du coup. Et chez les insectes aplodiploïdes, la relation, c'est qu'en général, on trouve des femelles et leur grand-mère, mais pas de mâle. Et le mâle, il faut décider de le faire en fait, pour assurer la reproduction. Mais c'est à des moments particuliers, avec une nourriture particulière et des soins particuliers, qu'on décide que des œufs qui, a priori, auraient donné de façon indifférenciée un mâle ou une femelle, deviendront un mâle. Mais ça, c'est pour des besoins uniquement précis et ponctuels. Oui, parce que quand j'ai googlé aplodiploïdie pour essayer de savoir un petit peu de quoi on parlait, j'ai trouvé cette définition. Une progéniture formée d'une union d'un spermatozoïde et d'un ovule se développe comme femelle et un ovule non fécondé se développe comme mâle. Cela signifie que les mâles ont la moitié du nombre de chromosomes d'une femelle et sont haploïdes. Ça veut dire donc, et c'est ce que vous dites, que quand on fait un mâle, on le fait parce qu'il y a une raison, mais que sinon, par défaut, on va faire des femelles? C'est ça. Alors, quelle est la raison de faire un mâle? Pour la reproduction, parce que quand même, il y a un moment où, comme c'est des insectes, comme la plupart comme beaucoup d'organismes vivants sur Terre, il y a une reproduction sexuée. Donc, pour assurer cette reproduction sexuée, qui n'a pas plus évolué que ça encore pour l'instant, il faut de temps en temps produire des mâles. Et donc, c'est la reine qui produit un mâle en se disant, bon, allez, là, c'est le moment? Non, c'est la colonie, en fait. C'est la femelle pond. La reine pond. Et en fonction des besoins de la colonie, mais qui sont ressentis par l'ensemble de la colonie, c'est comme chez les fourmis, il y a une espèce d'intelligence collective commune. Le besoin de mâle se fait sentir parce que tout d'un coup la colonie est trop importante, parce qu'elle aurait besoin d'essaimer, parce qu'elle aurait besoin de se déplacer, ou de renouveler la génétique. Et donc là, à ce moment-là, il est déclenché par l'ensemble de la colonie un traitement particulier de certains œufs qui donneront des mâles, qui ensuite se reproduiront, et ensuite la progéniture pourra essaimer et partir ailleurs. Puisque donc il y a des ouvrières qui partent explorer pour aller chercher du pollen, mais il y a aussi des abeilles qui sont là pour s'occuper essentiellement des larves et donc des œufs. Et ce sont ces abeilles-là qui se disent, alors, ces 4 petites larves devant moi, on va en faire des mâles, on va leur donner quelque chose de particulier. C'est une décision aussi à ce niveau-là? C'est même plus que ça, c'est l'ensemble, tout le monde. En fait, c'est difficile pour nous de concevoir, surtout qu'on ne le pratique pas du tout, de moins en moins. C'est qu'il n'y a plus de réflexion, c'est des niveaux. Il y a des actions individuelles qui sont innées ou acquises. Et puis il y a une réflexion collective sans qu'on puisse savoir exactement qui l'a déclenché. C'est l'ensemble de la colonie qui tout d'un coup va se retrouver en surnombre, mais je ne peux pas dire mieux que le ressentir plutôt que le comprendre et donc déclencher ça. Parce qu'ensuite, le mâle, du coup, la reproduction ne se fait pas dans la ruche, se fait à l'extérieur. À l'extérieur, oui. Et donc, c'est la reine ou c'est d'autres abeilles qui vont se faire féconder? Comment ça se passe? C'est d'autres abeilles. Ouais. Il y a des abeilles particulières. On parlera peut-être des Antilles, mais il y a aux Antilles une espèce, en Guadeloupe notamment, une espèce endémique du genre mélipone, qui sont des abeilles sociales aussi, qui produisent du miel qui est exploité. Là, c'est un autre système, c'est que la colonie est remplie de princesses vierges, on pourrait dire, des princesses ou des reines vierges, qui ont besoin de quitter la colonie et de se faire féconder par les mâles à l'extérieur. Et ce sont ces reines vierges qui, de temps en temps, quittent la colonie avec quelques ouvrières, avec un peu de matériel, et vont faire une colonie ailleurs. Donc la reine reste dans sa colonie, elle. Donc c'est un moment, une abeille, une princesse, pour reprendre des termes un petit peu de Disney, qui sort de la ruche, qui rencontre un mâle, et là se fait féconder, et ensuite fait une autre ruche plus tard. Donc c'est ce fameux terme de essaimer. Quand c'est trop nombreux, il faut éclater un petit peu la colonie. C'est bien ça?
On connaît bien les abeilles domestiques, on vient un peu de parler du fonctionnement aussi au sein d'une ruche. Les abeilles sauvages, on en a aussi un peu parlé, les bourdons en font partie. Les mesures de protection qu'on fait, c'est surtout pour les abeilles domestiques qu'on imagine. Est-ce que les abeilles sauvages sont un peu les dernières roues du carrosse? Ah oui, oui, complètement. Et ça pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elles ne produisent rien, a priori. On n'a pas l'habitude de s'occuper des choses qui produisent rien. C'est assez humain, ça. Donc comme il n'y a pas cette production qui a donné lieu justement à des soins particuliers, on préserve la ressource qui va nous donner quelque chose. Du coup, les abeilles sauvages, elles, sont pas du tout... je suis même pas sûr que beaucoup de gens savent qu'il existe des abeilles sauvages, qui sont tellement plus difficiles à étudier d'ailleurs, parce qu'elles sont solitaires. Il n'y a pas beaucoup de densité de population, il n'y a pas de colonies, on peut moins facilement les étudier. Elles ne rapportent rien. Et puis par contre... la systématique est compliquée. La systématique, c'est leur classification, l'identification est compliquée. Il n'y a pas beaucoup de spécialistes en hyménoptères en France, au moins, tout du moins. La classification n'est pas encore établie. Le nom des espèces est encore à 70% sûr. Quand on donne le nom d'une abeille sauvage, c'est à 70-75% sûr. Oui, donc c'est encore difficile de savoir quelle abeille on a face à nous si on en croise une. On peut arriver facilement à la famille, facilement au genre et l'espèce. Ça nécessite, et c'est bien ça le drame aussi, c'est que ça nécessite de les collecter, de les tuer, je vais le dire plus bas, de les tuer, certaines, pour pouvoir les identifier sous une loupe binoculaire pour savoir à qui on a affaire. Au Muséum d'histoire naturelle de Nantes, est-ce que vous avez des plaques, on va dire, avec, on imagine assez facilement ces insectes qui sont cloués sur des plaques. Est-ce que vous avez des plaques comme ça, avec plein d'abeilles sauvages qui vous permettent de comparer? Oui, plein de plaques. Non, pas plein. On essaye de faire des collections de référence. Alors, les musées sont plus ce qu'ils étaient non plus. On ne fait plus de collection de tout ce qu'on trouve. C'est ciblé, le plus ciblé possible. On ne fait plus de collection de ce qui est facilement identifiable. Et justement, c'était à ça que servaient les collections qu'on peut trouver dans les musées maintenant. C'était précisément des insectes qui étaient collectés, pas pour faire joli, pas pour qu'on les voie, mais pour qu'on puisse comparer et produire des documents qui permettaient ensuite l'identification sans précisément avoir besoin de les tuer. On n'en est pas là pour les abeilles sauvages, mais c'est ce qui est en cours, justement. L'idée de ces collections de référence, c'est de faire des comparaisons, de décrire correctement les espèces et peut-être de trouver des critères qui permettraient, en les capturant et en les relâchant, de pouvoir les identifier sans avoir à les tuer. Vous, quand vous vous baladez dans un jardin, si vous voyez une abeille sauvage, vous êtes confiant à combien de pourcents de pouvoir l'identifier en un coup d'œil? En un coup d'œil, c'est pas possible. En photo, c'est pas possible. Ça aussi. Chez les insectes, il n'y a pas d'identification en photo. Il faut les capturer et ça dépend des genres et ça dépend des familles. Il y a des genres qui comportent énormément d'espèces très très affines ou très très compliquées à identifier. On est encore en train de se demander ce que c'est. Les bourdons, c'est un peu plus facile. Les andrènes, par exemple, le genre Andrena, c'est très très compliqué. C'est quoi les andrènes? Ce sont des petites, difficiles à décrire. Petites espèces. Enfin, c'est tellement variable, justement. Ce sont des espèces qui peuvent faire 5 mm comme 2 cm, qu'on trouve partout, mais qui ont des formes et des couleurs tellement différentes que parfois même, avant de savoir que c'est le genre Andrena, il faut déjà étudier la chose. Il y en a qui sont, je pense à Andrena cineraria, que pas mal de gens ont vu quand même, qu'on voit traîner un peu partout dans les parcs et jardins, qui est une abeille très poilue, noire et blanche. Ça, c'est facile. Par contre, les autres, non, c'est vraiment pas évident. Et il faut avoir affaire à l'innervation des ailes, aux organes génitaux notamment. Donc les abeilles aussi ne sont pas forcément jaunes et noires? Non, elles sont surtout pas jaunes et noires en fait, en moyenne. En moyenne, elles sont plus d'autres couleurs. Oui. Ouais, j'ajoute ça à le bourdon est une abeille sauvage et j'en apprends des choses. On continue d'explorer tous les mystères que nous réservent ces petits insectes sociaux. Juste après la musique, on écoute Oui Beastie de Troll Dolly.
C'était Oui Beastie de Troll Dolly. Nous sommes de retour en plateau pour parler abeilles, recherche scientifique et, il faut bien le dire, pesticides. Car si les abeilles sont des animaux très connus du grand public, les scientifiques sont loin d'avoir percé tous leurs secrets et la recherche continue, notamment pour mieux comprendre l'impact de l'utilisation des pesticides par nos agriculteurs sur le comportement des abeilles domestiques. C'est justement le sujet de recherche de Freddy-Jeanne Richard, biologiste à l'INRAE. Nous l'avons contacté par téléphone, on l'écoute. Écoutez la recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs. Nous sommes donc avec Freddy-Jeanne Richard. Vous êtes biologiste à l'INRAE, vous êtes directrice de recherche depuis moins d'1 an et vous coordonnez plusieurs projets de recherche qui visent à mieux comprendre l'impact des pesticides sur le comportement des abeilles. Un des derniers en date qui vient tout juste de se terminer, c'est le projet Explora pour exposition aux pesticides au stade larvaire et conséquences sur les traits d'histoire de vie des ouvrières et des reines chez les Apis mellifera. J'espère que j'ai bien prononcé le titre. Donc ce projet vient juste de se terminer. En quoi consistait-il ? Donc, dans le cadre de ce projet, nous cherchons surtout à mettre en évidence l'impact des effets non létaux de composés qui étaient utilisés plutôt pour d'autres espèces. Enfin, on a surtout étudié des molécules qui ont été utilisées, par exemple, pour lutter contre des champignons. Et nous, on s'est intéressé à l'abeille à miel en tant qu'espèce non cible, c'est-à-dire regarder si des molécules utilisées pour détruire un champignon vont affecter ou non les pollinisateurs au travers de l'abeille à miel. Elles seraient les victimes collatérales de ces produits. C'était pas destiné à leur faire du mal à l'origine. Exactement. Ça est toujours pas. C'est pas du tout destiné à leur faire du mal, ce qu'on appelle par exemple des fongicides. Donc, la première année du projet, donc c'est là où on a le plus de résultats et nos analyses sont complètement finalisées. Ce qu'on a utilisé, nous, c'était le boscalide, qui est donc un fongicide qui va permettre de lutter contre, par exemple, des pourritures, des moisissures, et qui est notamment très utilisé dans les vergers ou sur le colza. Et c'est des composés qui sont considérés comme vraiment non destructifs en fait pour les insectes et les autres organismes, donc très, très ciblés. Et les doses mortelles pour l'abeille existent, mais il faut en mettre des quantités très, très, très importantes. Donc vous étudiez les conséquences de l'utilisation de ces produits, non pas sur la mort de ces abeilles, vous parlez vraiment de conséquences non létales. Donc ça a des conséquences sur leur comportement, par exemple, c'est ça ? Un des objectifs, c'est que c'est pas la plupart des tests d'autorisation de mise sur le marché vont essayer de trouver les doses létales, où on va avoir la moitié des individus qui vont mourir. Et après, ça peut permettre, avec des courbes et des calculs, d'essayer de trouver des doses sans effet pour calculer des facteurs de dilution et d'utilisation des molécules chimiques. Moi, dans le cadre du projet, on regarde si à des doses qui seraient présentes dans l'environnement, c'est-à-dire auxquelles les abeilles seraient exposées lors du butinage et dans ce qu'elles ramènent et qu'elles consomment au niveau de la colonie. Et on a fait des calculs pour exposer donc nos abeilles à des doses réalistes. Ce n'est pas parce qu'un individu n'est pas mort que finalement il effectue des comportements normaux ou qu'il est en bonne santé. En fait, entre les deux, il y a un gradient qui est quand même très important. Est-ce qu'il y a des effets autres que de la mortalité ? Donc, par exemple, sur l'expression de certains gènes, sur certains comportements, sur la durée de vie, sur la communication. Voilà, il y a tout un tas de paramètres qui peuvent être regardés. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. Donc, vous aviez des abeilles avec des petites gommettes, par exemple, qui permettaient de suivre un petit peu ce qu'elles faisaient et vous preniez des nouvelles de leur santé tout au long de leur durée de vie. Alors oui, c'est des petites gommettes un petit peu chères, un petit peu sophistiquées. C'est des petites gommettes où lorsque l'abeille va rentrer dans sa ruche, elle va passer dans un lecteur et ce lecteur va permettre de savoir exactement le numéro d'identification de cette abeille. Et nous, on sait que l'abeille qui a ce numéro particulier a reçu tel traitement. Donc nos abeilles traitées, nos abeilles contrôle sont introduites dans les mêmes ruches pour éviter un effet ruche. Et quels sont les premiers résultats de cette étude que vous avez présentée il y a pas longtemps, qui a duré du coup de 2020 à 2024, le projet Explora. Quelles sont les conséquences du coup que vous avez pu trouver ? La molécule dont je vous parlais, donc le boscalide, on l'a testé uniquement la première année. Les autres années, on a testé d'autres molécules. Donc là, les résultats sur les ouvrières ont été soumis il n'y a pas longtemps. Donc c'est vraiment
et d'avant-première, on a pu démontrer déjà que ça jouait sur l'expression des gènes chez les ouvrières et chez les larves. Et selon le stade, ça ne va pas forcément être les mêmes gènes qui vont être affectés, donc avec des modifications de l'expression. Et un des résultats, finalement, j'ai envie de dire les plus marquants, c'est que quand on a répété cette expérience 3 fois la même année, hein, donc au cours du printemps, on a fait au mois de mai, au mois de juin et au mois d'août, eh ben, on a à des quantités équivalentes de boscalide, on n'a pas les mêmes effets sur les 3 répétitions. Les moments où le temps était idéal pour les abeilles, où il y avait des ressources, où tout va bien, on n'a pas eu d'effet significatif du traitement. Mais par contre, les mois où on a eu beaucoup d'humidité, où il faisait le mois de juin, par exemple, il y a eu de la pluie, on a eu un effet global de mortalité sur les contrôles et les exposés, mais celles qui étaient exposées ont été significativement plus affectées. Donc ça veut dire que le pesticide, ou le fongicide en l'occurrence, les a affaiblies et elles vont être beaucoup moins résistantes finalement à ce qu'on appellerait un autre facteur de stress. Que nous, ce n'était pas ce qu'on avait forcément mesuré, mais les paramètres de météo sont faciles à suivre. Et donc, on a vu vraiment un effet marqué à ce niveau-là. Ce qui veut dire que quand on fait des autorisations de mise sur le marché, par exemple, de ces molécules, bah, les animaux, ils sont testés dans des conditions où tous les autres paramètres vont bien. Le seul qu'on fait varier, ça va être la molécule qu'on utilise. Or, on voit que finalement, bah, une quantité équivalente, si bah, il y a par exemple des conditions de météo défavorables, bah, ça va les impacter encore plus. Est-ce que ça veut dire que ces produits, on sous-estime les dégâts qu'ils peuvent causer sur les abeilles notamment, mais en général la faune et la flore? Ça veut dire que les organismes vivants, ils ont une forme de résilience et qu'ils arrivent à s'adapter quand il y a quelque chose qui ne va pas. Dans certains cas, des fois, ils n'y arrivent pas. Quand il y a la mortalité, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Donc, ils y arrivent, mais bah, ça peut jouer sur leur performance. Ça, on l'a aussi démontré sur d'autres indicateurs. Et effectivement, ils peuvent se retrouver du coup dans des situations où si on rajoute encore quelque chose, bah là, c'est trop, on n'y arrive plus. Là, on a les conséquences sur les abeilles ouvrières. Cette étude que vous avez faite sur les fongicides, elle a aussi, vous avez également étudié les conséquences sur les reines. Quels ont été les résultats? Alors sur les reines, on a été les premiers surpris par les résultats parce qu'on a testé à la fois le boscalide et on a aussi testé une formule commerciale du boscalide qui s'appelle le Pictor Pro. Donc on a pris exactement les mêmes concentrations et quantités que celles qu'on a utilisées sur les ouvrières, donc toujours nos doses environnementales. Au départ, on était content parce qu'on n'avait pas de mortalité significativement différente. Nous, c'est vraiment ce qu'on souhaitait. Mais par contre, lorsque nos reines on les a exposées, on les a réintroduites dans des ruchettes, et lorsqu'elles ont fait leur vol nuptial, figurez-vous qu'il y avait significativement moins d'ouvrières qui revenaient, notamment lorsqu'elles étaient exposées au Pictor Pro. On a eu plus de 31% de mortalité, donc quasiment aucune reine, ou très peu, ou trop peu en fait, pour pouvoir après par la suite faire d'autres types d'analyses. Ce qui veut dire que même si au départ, les premiers jours, on n'avait pas du tout d'effet significatif, dans un moment clé pour les reines, qui est celui où elles vont s'envoler et s'accoupler avec des mâles, elles ne reviennent pas. Mortalité. Donc ça montre que selon aussi le moment de la vie, les impacts ou les conséquences vont pouvoir aussi apparaître. Donc ensuite, on a continué notre étude sur ces reines et leurs colonies, jusqu'au mois de septembre. Donc, on a vraiment suivi ces colonies. Et puis, au mois de septembre, on a aussi sacrifié les reines. Là aussi, on a vu des différences significatives qui étaient assez importantes entre nos reines contrôle et nos reines exposées au boscalide. Notamment, on a eu des effets sur le nombre de spermatozoïdes qui étaient stockés par ces reines, avec un effet négatif du boscalide. On a également vu des différences dans l'expression de certains gènes. Et principalement sur les gènes impliqués dans le stockage, donc notamment au niveau des corps gras, des lipides. Et puis, c'est ça qui nous a peut-être le plus surpris, on a vu des impacts sur les performances des colonies.
Les colonies qui avaient été réalisées par des reines exposées aux boscalides, par exemple, avaient moins de couvains ouverts ou accumulaient beaucoup plus de pollen. Et le pollen, c'est important pour la consommation en protéines. Et en plus, ces colonies avaient plus de varroa, qui est un parasite qui transmet des maladies et qui peut empêcher la colonie de passer l'hiver, donc la survie hivernale, ce qui veut dire qu'après, la colonie risque de mourir. Alors que nos reines, elles ont été exposées seulement au tout début de leur vie, aux boscalides, et pendant aussi une durée très très limitée, pendant une courte durée. Donc l'exposition d'un unique individu sur une période très courte en début de vie de ce pesticide qui, au début, ne montre aucun impact négatif sur l'abeille, en réalité a un impact sur le long terme, sur l'abeille, sur la colonie, sur tout le reste. Donc effectivement, si on ne s'était pas penché avec les lunettes de la recherche scientifique sur le sujet, on n'aurait jamais su. On n'aurait jamais su. Et c'est même encore plus... Le point aussi, c'est que nos reines, on ne les a pas exposées directement aux boscalides. Elles ont été exposées via les ouvrières, parce que la reine ne s'alimente pas directement. Donc, c'est les ouvrières qui ont nourri la reine. Donc, ça veut dire qu'en plus, il y a eu un processus de détoxification par les ouvrières. Donc, elles ont reçu des quantités encore potentiellement plus faibles. Il y a un autre projet, parce qu'on parle de ruches et ça m'y fait penser, sur lequel vous travaillez avec un doctorant qui s'appelle Sylvain Galopin, il faut le citer. Donc vous encadrez sa thèse et ça s'appelle Geodance Hive. Pourquoi, comment on étudie ces danses des abeilles, à quoi ça sert? Alors la danse des abeilles, c'est un système de communication entre les individus. C'est très sophistiqué. Donc même dans le règne animal, c'est un cas d'école où elles vont faire des figures géométriques. Elles peuvent faire ce qu'on appelle la danse en rond ou la danse en 8. Et en fonction des caractéristiques de cette danse, eh bien, elles vont indiquer à leurs congénères la distance et la direction des ressources qu'elles ont trouvées. Et donc, on sait, à partir de ruches vitrées, on a un cadre sur lequel on met une plaque de verre, on les voit danser. Eh bien, à partir des caractéristiques de cette danse, on sait exactement où localiser cette ressource. Maintenant, ça prend du temps, il faut le faire. Quand on met la ruche vitrée, ça veut dire que nous, souvent, on est à l'intérieur d'un bâtiment, il faut faire un trou et que les abeilles, elles sortent. C'est assez compliqué. Sylvain a construit ce qu'on appelle une ruche studio d'enregistrement, qu'on a appelé la Geodance Hive. Ça veut dire que vous avez votre ruche classique d'apiculteur, qu'on a doublée en largeur, et sur la deuxième partie, c'est un studio d'enregistrement. Donc les abeilles ne sont pas dérangées, donc en termes de bien-être animal, il n'y a pas d'impact. Et nous, on va pouvoir voir tout ce qui se passe à l'intérieur en filmant. Grâce aux compétences de Sylvain et de son autre co-encadrant, Guillaume Touillat, on arrive à savoir exactement où étaient ces abeilles avec des systèmes de calcul mathématiques superposés à des cartes. Et on peut vous dire exactement où était la majorité des individus. Qu'est-ce qu'elles ont exploité et quasiment en temps réel. Oui, dans l'article, un des articles qui a été publié sur ce projet, qui sera en lien et en description du podcast, on voit donc ce plan dont vous parlez avec plein de petits points rouges où ont été les abeilles. Et il y a en légende marqué que ça a été fait par un humain après une interprétation d'une vidéo de 10 minutes. Donc ça veut dire non seulement qu'on sait décrypter ces danses, qu'en plus on en tire des informations. C'est complètement extraordinaire. Quelles seraient les possibilités futures de ce projet de studio d'enregistrement de danse des abeilles? Est-ce que ça permettrait de généraliser, savoir où est-ce qu'elles vont butiner et peut-être, je ne sais pas, imaginer ne pas mettre de produits phytosanitaires à ces endroits-là? Alors, tout à fait, ça pourrait être une des applications. En fait, il y en a plein. C'est que du coup, on peut de nouveau imaginer plein de nouveaux protocoles pour aller plus loin dans la compréhension de la biologie de cette espèce. Et il y a aussi plein d'applications pour les acteurs de la filière sur la production du miel, sur la qualité de l'environnement, parce que je vous ai dit, elles vont un petit peu partout. Voilà, il y a encore beaucoup d'étapes. Mais là, le scénario que vous me proposez, c'est d'imaginer, quand on aura tout fait, tout ce qu'on pourrait faire par la suite. Et donc là, ça ouvre énormément de possibilités. Ça peut permettre déjà aux apiculteurs de vérifier la traçabilité de l'exploitation de leurs abeilles en termes de nectar ou de pollen. Si vous êtes en bio, qu'elles sont allées
butiner que sur des parcelles où il n'y avait pas de produits toxiques pour les abeilles. Ou alors, si vous êtes sur de la lavande, eh bien, qu'elles vont bien sur le champ de lavande et dès qu'elles commencent à s'en écarter, on peut mettre un système d'alerte et puis dire, là, c'est le moment où on va collecter pour s'assurer de la qualité de ce qui est proposé. Moi, ce qui m'intéresse aussi, qui me passionne plus en termes de recherche, ça va être de pouvoir aller un peu plus loin dans le comportement et dans l'observation directe de ce qui se passe à l'intérieur. La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs. C'était Andromeda de Diasonic et nous sommes de retour en plateau pour parler des abeilles. Juste avant la musique, nous parlions de la danse des abeilles avec Freddy-Jeanne Richard, biologiste à l'INRAE, et si la danse des abeilles inspirait d'autres domaines de recherche. Charlotte, tu t'es penchée sur son utilisation dans la robotique. Alors a priori, il n'y a pas grand-chose à voir entre les robots et nos butineuses préférées, si ? Et pourtant, les robots et les abeilles partagent un problème commun. Ils doivent se déplacer dans un environnement parfois inconnu pour réaliser certaines tâches. Pour les abeilles, c'est chercher du pollen. Pour les robots, c'est aller collecter des données dans les terrains accidentés, par exemple. Et ensuite, il faut qu'ils rentrent sains et saufs. Et pour ça, il faut savoir estimer la distance parcourue dans l'environnement. De nombreuses années de recherche ont montré que les abeilles ont la capacité d'estimer cette distance et d'ensuite de la transmettre aux autres membres de la ruche en faisant une petite danse à leur retour. Et en robotique, c'est aussi un problème très récurrent que celui de pouvoir estimer quelle distance on a parcouru. Oui, mais a priori, les robots, c'est plein de capteurs, ça doit être plus facile de mesurer ou de calculer cette distance, non ? Effectivement, on a des GPS qui permettent de connaître précisément sa position sur le globe, des capteurs de rotation de roue, des capteurs de vitesse et d'accélération, des capteurs laser et plein d'autres, qui, si on connaît bien la relation entre les grandeurs mesurées et le déplacement, nous permettent d'estimer notre position par rapport à notre point de départ. C'est ce qu'on appelle en robotique l'odométrie. Mais ça suppose plein d'hypothèses. Déjà que nos capteurs soient précis, et c'est pas joué d'avance. Ensuite, que les conditions environnementales ne viennent pas trop perturber la mesure. Là, ça devient un peu compliqué. Et enfin, que les algorithmes qui permettent de calculer tout ça tournent sur les ordinateurs embarqués des robots. Dans le cas de la micro-robotique volante, donc comme par exemple les drones, où le poids joue un rôle super important et que l'autonomie des batteries est limitée, on ne peut pas se permettre d'avoir un énorme ordinateur de bord. D'où l'idée de s'inspirer des abeilles pour obtenir des méthodes minimalistes et à bas coût. Oui, parce qu'en fait, les abeilles, elles peuvent réaliser tout un tas de tâches, même avec un système nerveux relativement simple. Et pour l'instant, même s'il n'y a pas vraiment de consensus sur comment fonctionne l'odométrie des abeilles, on sait qu'elles pourraient se baser sur des indices visuels. L'hypothèse que fait Lucia Bergantin dans sa thèse intitulée Robotic Models for the Honeybee Visual Odometer à l'Institut des sciences du mouvement de l'Université d'Aix-Marseille, c'est que leur odométrie se ferait grâce au flux optique perçu. Voilà, tu m'as perdu. Alors le flux optique perçu, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Oui, le flux optique en robotique, c'est une technique qui permet à un robot de voir les mouvements des objets ou son propre mouvement en analysant comment les pixels bougent dans la vidéo qu'il capture. Un peu comme quand tu es dans un train et que tu regardes les arbres défiler. Ton cerveau analyse les mouvements pour comprendre à quelle vitesse tu vas et dans quelle direction.
Et la bonne nouvelle, c'est que les capteurs de flux optique, c'est super léger. D'ailleurs, tu en utilises peut-être sans le savoir tous les jours. Par exemple, dans une souris d'ordinateur optique, ces petites souris projettent un rayon LED ou laser sur le bureau et une mini-caméra capture les irrégularités de la surface. Avec une résolution de 2x2 à 35x35 pixels, on en est bien loin du grand nombre de pixels d'une caméra Full HD, eh bien cette caméra prend en continu des images. Elle analyse les différences entre les images successives pour mesurer son déplacement. Et tout cela, ça fonctionne avec très peu de puissance de calcul et même lorsqu'il y a une faible luminosité. Donc, en mettre sur des robots volants, c'est possible et ça pourrait nous aider à résoudre ce problème d'estimation de la distance. Toujours en observant les abeilles, Lucia Berganta a compris que quand elles se déplacent vers l'avant, elles font de petites oscillations de haut en bas, changeant ainsi leur hauteur par rapport au sol. Ces oscillations provoquent une divergence du flux optique qui se contracte ou s'étire et permettent à l'abeille de mieux déterminer la distance qu'elle a parcourue. En plus, il a été montré que lorsque les abeilles réajustent la position de leur tête par rapport au sol, la précision de leur odométrie augmente, et tout ça sans capteur compliqué ni énorme puissance de calcul. Comme quoi, la nature a encore plein de secrets à partager et la robotique encore beaucoup à butiner. Merci beaucoup Charlotte pour cette super chronique. François Meurget, est-ce que vous connaissiez l'existence de ces petits robots volants qui s'inspirent des abeilles ? Non, j'avais eu connaissance de robots inspirés des abeilles, mais pour assurer la pollinisation dans les endroits où il n'y a plus d'abeilles. Intéressant, mais ça pose toujours un souci. C'est dramatique qu'on en soit à penser à inventer des robots qui vont butiner à la place des abeilles plutôt que d'essayer de préserver les abeilles. Mais vous m'avez fait une transition merveilleuse puisque c'est le sujet de notre dernière partie d'émission. La menace qui pèse sur les abeilles, elle est de plus en plus dans l'actualité. On est au courant, mais on va quand même refaire un point ensemble. C'est quoi les grandes menaces ? On pense tout de suite aux pesticides en premier. Alors, Freddy Jeanne Richard, qu'on a entendu tout à l'heure, elle s'attardait à essayer de comprendre l'impact des pesticides indirects sur les abeilles, l'impact non létal, ce qu'on peut utiliser par exemple en fongicide. Mais il y a des pesticides, eux, on sait que c'est létal, que ça tue les abeilles. Est-ce que c'est ça la menace principale pour les pollinisateurs ? Non, et puis, et c'est vrai pour tout, dans la nature, il n'y a jamais qu'une menace. Et encore et toujours, ça n'a pas changé malheureusement, c'est que la première et grande menace sur tous les organismes vivants, c'est la fragmentation et la disparition des habitats. Il est possible de résister à des pesticides ou à des modifications de l'environnement si le milieu peut supporter des populations viables, qu'elles puissent échanger des gènes et se renforcer. Effectivement, si on ajoute à la fragmentation des habitats et leur disparition des pesticides et d'autres atteintes comme ça, là, ça devient complètement dramatique. Mais en gros, dans l'ordre, à chaque fois qu'on publie quelque chose et qu'on parle de menaces, ça nous arrive très souvent quand on fait des inventaires quelque part, c'est toujours la fragmentation des habitats, l'agriculture, l'urbanisation, et puis ensuite les pesticides, le dérèglement climatique, pour en arriver. Alors, juste anecdote, c'est rigolo parce que pendant des années, quand on publiait sur les Antilles, tout le monde mettait comme principale cause de disparition des insectes dans les Antilles les cyclones. C'est très marrant. Enfin, c'est intéressant. Les cyclones, les espèces insulaires, ils sont habitués. Et même si ça fait disparaître un peu des populations, c'est pas la principale menace. Et du coup, on mettait tout à fait en dernier la fragmentation des habitats, qui est toujours la principal impact. Donc c'est ça la grande menace. Alors nous, on pense dans nos contrées à l'urbanisation, à des champs énormes et la disparition par exemple des bocages. Est-ce qu'une des pistes, c'est, on a entendu parler des corridors verts, ou alors de semer des fleurs dans son jardin? Est-ce qu'il y a des pistes comme ça d'action? Est-ce que ça peut être une première façon d'agir? Non, tout ça c'est du... alors je vais essayer d'être... Non, tout ça, c'est un peu du bricolage. C'est-à-dire que tant qu'on ne passera pas à une agriculture à moins grande échelle, je n'irai pas jusqu'à dire familiale, mais presque, on n'y arrivera pas. Ce n'est pas parce qu'on va rajouter de temps en temps un peu de graines fleuries dans les rues des villes, et puis on va rajouter 3 fleurs devant les champs de maïs qui se terminent au bord de la route, que ça va changer grand-chose. Ça, c'est des mesures qui sont sympas, mais qui ne vont pas améliorer beaucoup les choses. En revanche, réduire l'agriculture intensive, alors, bien sûr qu'il faut nourrir tout le monde et bien sûr qu'il faut de l'agriculture. Par contre, peut-être la réfléchir autrement avec des espaces, maintenir des corridors, faire les champs peut-être différemment que carrés les uns à côté des autres, enfin des choses comme ça. Mais et ces mesures-là dont on parle, fleurir, etc., ça vaut pour le local et le particulier. Et c'est là où les gens, dans leur jardin, ou les collectivités, dans leur ville, ont beaucoup de travail à faire et ils ont une importance considérable.
les réseaux de jardins qui sont correctement entretenus et qui correctement accueillent des abeilles peuvent faire des réseaux énormes d'accueil d'abeilles ou d'autres insectes. Donc un jardin familial, un jardin partagé, un bordure de centre-ville où il y a des fleurs, ça peut déjà faire une différence si toute une ville, toute une région s'y met. Oui, parce que le problème, c'est la notion d'îlot, en fait. C'est bien de préserver des choses, mais si c'est un îlot au milieu de quelque chose qui n'est pas du tout préservé, ça ne sert à rien. Et on croit souvent que on attend toujours de l'État et on attend toujours des collectivités qui prennent en charge la protection de la nature. Non, on peut le faire nous-mêmes, à l'échelle de notre commune, à l'échelle de notre quartier, avec nos voisins. Retrouver un petit peu de solidarité dans l'environnement, c'est abordable par tout le monde et il n'y a pas besoin d'être scientifique pour ça. Mettre des fleurs dans son jardin, ne pas faire un gazon complètement tendu et une pelouse de golf, c'est faisable, c'est facile. On peut même s'amuser à changer des graines, à s'amuser à savoir ce qu'il y a dans le jardin du voisin. Pourquoi tu as cette espèce-là et pas moi? Je suis jaloux. Même, hein. Choses comme ça sont faisables. Donc il y a une première piste qui est, on va dire, abordable par toutes et tous, de remettre un petit peu les fleurs au centre de nos jardins, de ne pas forcément désherber, de ne pas forcément tailler, d'essayer de laisser un peu le sauvage prendre possession des lieux pour nos amis les abeilles, sauvages ou domestiques. Il y a d'autres choses, nous, qu'on peut voir arriver dans nos jardins et ça ne nous rend pas forcément joyeux, c'est notamment le frelon asiatique. Alors déjà, qui c'est ce frelon? Est-ce qu'il est le bienvenu? Pourquoi il fait peur? Et pourquoi ça peut être une menace pour les abeilles? On est des humains, on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas et de ce qui vient d'ailleurs en général. C'est assez fréquent et c'est vrai pour tout ça. Mais du coup, et puis surtout, petite pression, c'est le frelon à pattes jaunes. Son nom latin, la traduction de son nom latin et son véritable nom vernaculaire, c'est frelon à pattes jaunes. Frelon asiatique est un peu discriminant, je trouve, moi. C'est connoté, et puis c'est connoté humain. Enfin, bref, il n'y a pas d'asiatique chez les animaux. Je préférerais personnellement qu'on emploie Allons-y pour le frelon à pattes jaunes. Qui en plus reflète une caractéristique, c'est qu'il a les pattes jaunes, tout simplement. Non, il n'est pas plus dangereux que les autres. Il se rajoute à une faune déjà d'hyménoptères. Rappelons quand même au passage que la guêpe gauloise, par exemple, ou d'autres hyménoptères sont déjà des espèces introduites. Mais dans les années 50, avant l'époque à laquelle on se souciait des espèces introduites. Donc, les espèces introduites, il y en a depuis tout le temps, en fait. Certaines sont tellement anciennement introduites qu'on les considère comme faisant partie de la faune indigène. Mais ça, c'est le jeu des extensions de territoire des espèces. Voilà. Donc le frelon asiatique est arrivé il y a pas... Frelon à pattes jaunes. Merci de me reprendre. Moi, j'étais partie frelon à pattes jaunes, donc. Qui est arrivé il n'y a pas très très longtemps. Oui, se rajoute comme prédateur des hyménoptères. Alors lui, sa particularité, là où il est embêtant pour les apiculteurs, c'est qu'il fait un peu comme nous. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chez le boucher, chez le primeur, chez le boulanger, il va à Super U, lui. Enfin, pardon, pas de marque. Il va dans un magasin, dans une grande surface. Où il y a tout. Et du coup, c'est beaucoup plus facile et ça dépense beaucoup moins d'énergie. Les animaux fonctionnent comme ça, tant qu'il n'y a pas d'énergie à dépenser. Et c'est pour ça qu'ils s'attaquent aux ruches d'abeilles domestiques. Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il va chercher dans son supermarché? Pourquoi est-ce que la ruche est si intéressante pour lui? Alors, les frelons, comme beaucoup d'hyménoptères, ont 2 régimes alimentaires en fonction de la période de l'année. Fin d'été, automne, c'est plutôt un régime carné. C'est pour ça qu'on les voit souvent, pas très loin d'ici, à Talensac, sur les étals de poissonniers. Et puis au printemps, plutôt du sucre. Du coup, ce régime carné, il le trouve assez facilement dans les ruches, où il y a beaucoup d'abeilles. C'est un chasseur d'hyménoptères assez efficace. Mais c'est beaucoup plus facile d'aller chercher des abeilles à l'entrée de leur ruche que d'aller poursuivre des abeilles sauvages dans la campagne. Donc il mange les abeilles. Le frelon à pattes jaunes mange les abeilles. Pas que, mais il mange beaucoup d'abeilles, oui. Et il a qu'à se servir, effectivement. Il a qu'à se servir. Le souci, c'est que à mettre des ruches d'abeilles domestiques en ville, on pérennise des colonies de frelons. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que parmi les solutions aussi auxquelles on pense pour sauvegarder les abeilles, il y a le fait de les ramener en ville pour qu'elles puissent profiter des fleurs de nos balcons, par exemple. Et ça, ce que vous m'aviez dit en préparant cette émission, c'est que ce n'était pas forcément une très bonne idée, alors notamment pour le frelon à pattes jaunes. Oui, alors c'est une très mauvaise idée en règle générale, pour plusieurs raisons. Il y en a 3 particulièrement. Il y a le frelon, effectivement. Du coup, comme on lui sert un garde-manger toute l'année, il peut s'installer facilement et donc il a une ressource abondante. Et donc, comme la ressource est abondante, il n'y a pas de problème pour faire des nids et développer les populations. L'autre souci, c'est que le miel d'abeilles domestiques produit en ville, certes, il n'y a pas de pesticides dedans, mais il y a tous les métaux lourds, toutes les poussières, tout ça. Donc, il n'est pas mieux.
Il n'est pas de meilleure qualité. De la pollution Exactement. atmosphérique. La pollution atmosphérique, la pollution par les voitures, etc. Donc il n'est pas de meilleure qualité. Ce n'est pas pour les mêmes raisons, mais il n'est pas de meilleure qualité que le miel de la campagne. Et puis troisième raison, c'est que les abeilles domestiques sont concurrentes avec les abeilles sauvages. Et comme les abeilles sauvages souffrent des pesticides à la campagne, elles trouvent en ville des refuges où c'est maintenant les abeilles domestiques qui les menacent. Donc en réalité, la ville devient un refuge pour les abeilles sauvages, des abeilles solitaires, on le rappelle, en majorité, dont certaines qui pollinisent certains types de plantes qu'on peut retrouver par exemple au Jardin des Plantes de Nantes. Et là, on ramène des abeilles domestiques en se disant que ça va les préserver et au final, ça fait de la concurrence pour tout le monde. C'est ça. En fait, ce que ça fait pour les abeilles domestiques, c'est que ça permet de produire plus de miel. Mais c'est tout. Ça n'a aucun impact ni sur la biodiversité végétale, ni sur les abeilles. Produire plus de miel qui, a priori, n'est pas forcément une très bonne idée d'être consommé. On l'a dit en parlant notamment des métaux lourds et des polluants qu'on peut retrouver dans nos carburants ou autres. Alors, on a parlé un petit peu de la disparition des milieux, de leur fragmentation, des prédateurs naturels comme le frelon à pattes jaunes et non le frelon asiatique. On pense aussi aux pesticides. Est-ce qu'il y a d'autres menaces qui pèsent sur les abeilles ? Non, c'est assez. Stop. Ça suffit. Non, c'est les principales menaces. Et puis la grande et générale menace, c'est de ne pas les connaître. Donc il y a des espèces qui disparaissent sans qu'on le sache. Alors il y a le dérèglement climatique. C'est vrai que par exemple, prenons le cas des bourdons dont on parlait tout à l'heure. Les bourdons sont essentiellement des espèces de zones froides. La radiation des bourdons évolutive, c'est dans des milieux d'altitude. En France, par exemple, c'est au-dessus de 1000 mètres qu'il y a le plus d'espèces de bourdons. Et donc, c'est des reliques. En fait, on appelle ça des reliques glaciaires qui se sont réfugiées dans les endroits plus frais au cours des temps géologiques. Mais du coup, le dérèglement climatique ayant une fâcheuse tendance à augmenter les températures, ça fait reculer les bourdons beaucoup plus haut, voire ça les fait disparaître. Donc autant de pollinisateurs qui n'existeraient plus du coup. Donc les bourdons qui sont des abeilles sauvages se mettent à aller de plus en plus vers le nord, voire à disparaître dans certaines zones. Oui, c'est ça. Vous avez parlé du drame de ne pas connaître ces espèces alors qu'on les voit pourtant partout dans notre pop culture. On a l'impression que les abeilles, on connaît par cœur. Finalement, non. Vous, une des missions que vous avez en tant qu'entomologiste au Muséum d'histoire naturelle, c'est de partir sur le terrain pour les répertorier. Vous allez notamment aux Antilles. On en a beaucoup parlé un petit peu au fur et à mesure de cette émission. Comment ça se passe ? Vous pointez là-bas avec un filet, une petite boîte en plastique et puis vous avez 3 semaines pour choper un maximum d'abeilles ? Comment ça marche ? Oui, il y a un temps limité. Oui, c'est ce qui est intéressant. Alors, non pas que les Antilles soient parfaitement inconnues, mais ce qui est intéressant pour un entomologiste, c'est que faire ces missions dans des endroits qui ne sont pas très étudiés, à ce regard-là, c'est qu'on se retrouve et c'est vraiment passionnant, c'est qu'on se retrouve comme un explorateur du 19e, en fait, à arriver dans un endroit qui n'est pas connu, à essayer de trouver la bibliographie, les connaissances, le peu de connaissances qu'on a pour bien les intégrer et savoir où on va aller, et puis effectivement arriver avec son chapeau de paille, son filet, comme à l'époque, et puis collecter, essayer d'identifier sur place, et puis de retour, ramener dans ces caisses. Pas en bateau, non, je suis en avion. Bah, ça change. Impact carbone aussi, qui est une vraie, oui. une vraie question. On pourrait en parler aussi. Du coup, ramener ces spécimens, les identifier quand on le peut, et puis en décrire certains, parce que même si c'est les Antilles, et notamment les Antilles françaises qui sont relativement connues, des entomologistes y sont allés déjà, mais on trouve encore des espèces nouvelles pour la science. Est-ce qu'il y a une petite course contre la montre d'essayer de faire l'inventaire de ces espèces avant qu'elles ne disparaissent ? Oui, et pas tant que ça pour le plaisir de la biodiversité, mais plus pour les fonctions. On a tendance à... Je vais me lancer dans un truc très long là. Mais allez-y. La biodiversité n'a pas grand sens en fait. Disons que si on relie Darwin correctement, la génétique ne favorise que des gènes qui fonctionnent. Il pourrait y en avoir 2. Il n'y a pas besoin qu'il y en ait 15. Notre biodiversité actuelle est le résultat d'accidents tectoniques, orographiques, etc., qui a nécessité que des espèces se différencient. Mais c'est pas le sujet en fait. Le sujet, la biodiversité et le plaisir de voir beaucoup d'espèces, c'est un plaisir plutôt humain et de beauté. Et c'est très bien. En revanche, nous, ce qui nous intéresse, c'est les fonctionnements. Est-ce qu'il y a suffisamment d'espèces ou de diversité pour assurer des fonctionnements ? Les grands fonctionnements, c'est la pollinisation, la coprophagie, la xylophagie, comment les insectes dégradent le bois pour faire du sol. S'il n'y a pas ces insectes-là, il n'y a plus de sol. Donc c'est ça qui nous intéresse surtout. Et donc, chez les abeilles, est-ce que les différentes fonctions de pollinisation sont assurées dans les endroits qu'on fréquente ? C'est une manière assez
c'est voir le monde de manière à ce que les animaux ou la faune et la flore nous rendent service. C'est un peu une manière très cartésienne de voir la biodiversité. Ça s'est transformé effectivement dans cette notion de service écosystémique qui est maintenant très décriée, qu'on n'utilise plus, heureusement. Du coup, non, c'est pas ce qui nous sert, c'est indirectement ce qui nous sert. C'est-à-dire que ça nous ramène à une autre notion plus philosophique, c'est on fait partie de cette planète, on ne dépend encore des fonctionnements de cette planète, jusqu'à preuve du contraire, et donc l'ensemble des espèces animales qui concourent à ces fonctionnements nous permettent de vivre aussi sur cette planète. Donc c'est pas tellement le catalogue des espèces qu'on voit dans son jardin qui est génial, c'est est-ce que la fonction, un exemple tout bête, ce sont les coprophages dans les alpages qui font la qualité du fromage qu'on mange. Coprophage, est-ce que vous pouvez dire ce que ça veut dire ? Je vous laisse le dire. Ce sont des coléoptères dont les larves consomment les excréments des mammifères et qui l'enfouissent dans le sol. Je peux raconter une anecdote. J'étais dans le Beaufort un jour, dans un alpage, en train de chercher des coprophages dans les bousses de vache, à quatre pattes dans les bousses de vache, comme d'habitude. Le travail de l'entomologiste. Et c'est ça. Et donc je faisais mes collectes, et là j'ai été abordé par l'agriculteur, l'éleveur du coin avec sa pelle. Il voulait me sortir du champ, comme ça m'arrive aussi souvent, en me demandant ce que je faisais là. Il croyait que j'allais voler des vaches. Et donc c'est normal, on peut le comprendre, c'est sa préoccupation. Et donc je lui explique ce que je fais, et sa pelle lui est tombée des mains, et on a fini par discuter. Et il me disait que son Beaufort avait perdu son label AOC. Et je savais pourquoi. C'est qu'en regardant son champ, il était couvert de bousses de vache. On va parler caca. Une vache, ça fait une quinzaine de bousses par jour. S'il n'y a pas de quoi les dégrader, ces bousses de vache, elles recouvrent le sol. Si elles recouvrent le sol, elles étouffent l'herbe. Si elles étouffent l'herbe, les vaches ne mangent rien. Si elles mangent rien, elles font du lait de mauvaise qualité. Donc le fromage est de mauvaise qualité. Donc c'est coprophage. Et donc ils donnaient des antibiotiques à ces vaches. Alors qu'il manquait de l'insecte coprophage pour dégrader les bouses et donc libérer l'herbe et donc donner du lait de bonne qualité, il n'avait pas cette information. Ça lui manquait. Et donc la solution qu'il a trouvée, c'est des antibiotiques. Oui, mais les antibiotiques, c'est pour pas que les vaches soient malades, pour pas payer le vétérinaire. Ce que je comprends, c'est cher quand on est un éleveur. Mais du coup, c'est contre-productif. C'est-à-dire qu'au lieu de gagner des sous à vendre du bon fromage avec un lait dans lequel il y a eu des fleurs et puis gagner un label AOC, non, ils préfèrent ne plus avoir de label et que ces vaches ne soient pas malades et qu'il n'y ait plus rien dans les champs, quoi. Alors cette anecdote nous a un peu éloignés des abeilles, mais on arrive à la conclusion de cette émission. Ça montre quand même l'importance vitale de ces tout petits insectes qu'on voit à peu près tout le temps dans notre quotidien. Est-ce que vous avez un dernier conseil à donner à nos auditeurs, auditrices qui sont des amoureux des abeilles et qui veulent les préserver ? Oui, c'est de favoriser non seulement le couvert avec les fleurs, mais de favoriser le gîte aussi. Et comme ce sont des espèces qui nichent la plupart du temps au sol ou dans des troncs, c'est de toujours veiller à laisser des endroits un peu nus, de terre nue, de pas compacter, de pas recouvrir ça forcément et de les laisser faire leur petit terrier. Et de veiller aussi, pour ceux qui sont jardiniers, à favoriser une grande diversité d'abeilles pour polliniser une grande diversité de légumes. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à François Meurget, entomologiste au Muséum de Nantes, à Frédéric-Jeanne Richard, biologiste à l'INRAE et au Muséum d'histoire naturelle de Nantes pour avoir participé à cette émission. Merci également à Charlotte pour sa chronique. Toutes les sources sont en description du podcast. Une émission réalisée par Sophie Potvin que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur le labodesavoirs.fr ou sur nos réseaux sociaux et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.